messieurs, bon après-midi. Bienvenue à 54 Géopolitique, le rendez-vous dominical où les idées s'entremêlent et se mêlent pour toutes converger vers des lendemains meilleurs. 54 Géopolitique parle politique justement ce dimanche pour revenir sur l'adresse à la nation du président de la République, Paul Biya, le 31 décembre dernier. Plusieurs points ont été mis sur la table et cet après-midi, nos invités viendront en débattre. Nous essaierons autant que faire se peut de poser sur la table des réflexions concernant les différents axes qui ont été évoqués par le président de la République. Nous y reviendrons avec nos spécialistes qui se sont donné du mal pour être présents cet après-midi. On va vous permettre de vous installer confortablement. Tout juste derrière, on va dire bonjour au panel qui m'accompagnera cet après-midi. Une fois de plus, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais, 54 Géopolitique s'intéresse cet après-midi à l'adresse du président Paul Biya à la nation le 31 décembre dernier. Quelle est l'analyse que nous pouvons faire concernant cette prise de parole qui est devenue coutume au Cameroun? Comment est-ce que les Camerounais l'ont appréhendé? Quelles sont les différentes zones d'ombre qui y existent? Et est-ce qu'il y a des propositions de solutions à faire durant ce programme? Nous le ferons. Bien évidemment, nous sommes en compagnie du professeur Fon Ebogo. Il est géostratège, géopolitologue, pardon, expert des relations internationales. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Ga, merci de m'avoir invité. Comment est-ce que vous allez déjà la nouvelle année? Comment est-ce que ça se passe chez vous? Alors, je voudrais rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a permis de me lever en 2024 et de partager avec ma famille les premiers jours de 2024. Malheureusement, avec le climat ambiant, j'ai attrapé une grippe. Mais je crois que je me porte bien malgré ce bobo, d'ailleurs dont souffrent d'ailleurs beaucoup de Camerounais en ce moment. Voilà, pour revenir au sujet de réflexion de cet après-midi, quelle a été votre réaction après avoir écouté cette prise de parole du président de la République? Bon, écoutez, en tant qu'enseignant de sciences politiques et particulièrement des relations internationales, je suis particulièrement vigilant et attentif à tout ce qui s'est dit sur l'espace politique, et notamment lorsque la parole vient du président de la République. Donc, j'ai fait tous les efforts nécessaires pour suivre ce discours en direct, un discours qui a une durée de pratiquement 30 minutes. Oui. Voilà, c'est un discours assez fleuve, assez long, qui essaye de faire le bilan de la vie politique et économique au Cameroun, bilan de 2023, tout en jetant les perspectives pour l'année 2024. Voilà, en face du professeur Fon Ebogo, nous allons partager cette réflexion avec M. Eric Diabon. Il est secrétaire régional centre 1 du mouvement de la Renaissance du Cameroun. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, madame. Comment est-ce que vous allez? Non, ça va bien. Ça va bien. Voilà. Est-ce que le discours du président de la République a répondu à certaines de vos attentes? Bon, je crois que beaucoup de gens seront d'accord avec une petite observation que nous sommes à 60 ans de l'indépendance et dans le discours du président, on parlait de l'électricité et de l'Europe. Pour moi, c'est choquant. C'est choquant pour un pays qui est indépendant, qui est un pays qui est géré par nous-mêmes. Pendant aussi longtemps, on parle aussi de la capitale de cette capitale. Et tout au long du discours, je n'étais pas inspiré. Parce que le niveau d'attente était trop bas. Ça veut dire qu'il a dépassé la carte au niveau que le gouvernement parle des choses qu'on aurait à voir au moins d'ici il y a 20 ans. Donc, c'est un discours un peu ennuyant pour moi, un peu décevant. Parce que ça ne donne pas l'espoir à nos défis majeurs comme la crise anglophone. Ils n'ont pas donné une sortie ou bien une stratégie de la sortie de cette crise. La situation des routes dans notre pays, ici en Biatola, ça n'a pas été adressé.
il y a aussi la vie chère qu'on ressent. Les propositions qu'ils ont faites vont nous mettre encore dans des difficultés. Si vous parlez de la situation des prix du carburant, on constate que ça va toujours monter. Donc, finalement, j'ai l'impression qu'on est en train de tremper le Camerounais avec des mesures qui vont nous mettre de plus en plus dans les difficultés. Donc, c'est un discours regrettable et décourageant. Justement, pour vous permettre à la maison de vous situer dans le contexte du jour, on va prendre ce reportage qui nous est proposé par Michel Solon-Genois qui retrace à quelques lignes du discours du président de la République. Dans son adresse à la nation camerounaise, le président Paul Biya a passé en revue l'année 2023 en évoquant les difficultés par lesquelles le pays est passé. Il a ainsi évoqué plusieurs aspects essentiels du fonctionnement de la nation, notamment l'aspect économique qui n'est plus à révéler et qu'il a associé avec l'instabilité sécuritaire à l'international. Revenant sur le contexte qui a conduit le gouvernement à revoir en baisse la subvention des produits pétroliers, Paul Biya indique que cette mesure était nécessaire pour résoudre certains problèmes cruciaux. La conjoncture internationale a pesé de manière notable sur notre situation interne. La persistance de la guerre dans l'Est de l'Europe a continué de perturber les circuits d'approvisionnement du marché mondial des produits de grande consommation. Les prix des denrées alimentaires et les cours des ressources énergétiques n'ont dès lors pas cessé d'augmenter. La subvention des produits pétroliers a en effet été réduite en 2022 de 640 milliards de francs CFA. Une autre réduction devra s'opérer pour l'année qui débute. Les difficultés que je viens d'évoquer n'ont en rien entamé ma détermination à œuvrer au bien-être des populations qui m'ont fait et continuent de me faire massivement confiance. Loin s'en faut. Malgré le contexte défavorable, le gouvernement a, sous mon autorité, poursuivi son action avec une détermination accrue. Les efforts méritoires engagés après la pandémie du Covid-19 en vue de la reprise économique ont produit des résultats appréciables. Merci à Michel Solon-Genois pour cet élément. Professeur, on s'arrête à quelques minutes sur l'aspect économique qui a été évoqué ici par le président de la République. On reparle là de l'Europe qui a également son rôle à jouer sur le devenir économique du Cameroun. Les guerres de l'autre côté qui continuent d'affecter la stabilité financière, économique et le bien-être du Cameroun. Oui, le président de la République l'a souligné. Il y a deux conjonctures qui travaillent et influencent la vie économique dans tous les pays. Il y a d'abord la conjoncture interne, c'est-à-dire le climat interne. On le sait déjà en ce qui concerne le Cameroun. Le Cameroun est confronté à deux grandes crises majeures au Nozo et à l'extrême nord qui peuvent effectivement inhiber certaines capacités, certaines initiatives prises en vue de faire décoller le développement. Et dans cet extrait, nous avons suivi qu'il a mis l'accent sur la conjoncture internationale. C'est-à-dire que des événements qui se déroulent ailleurs, puisque nous sommes dans un monde mondialisé, qui est marqué par l'interdépendance des États, et bien lorsqu'il y a une crise majeure qui affecte une région du monde, il est possible que les autres régions du monde puissent subir les soubresauts de cette crise. Tel est le cas par exemple avec la crise entre la Russie et l'Ukraine qui impacte pas seulement l'économie du Cameroun, on le voit avec les grandes économies de l'Union européenne, en Afrique et autres. Donc je crois que les perspectives de développement telles qu'elles avaient été pensées à l'aube de 2022 ont été revues à la baisse.
puisqu'effectivement il y a cette crise-là qui impacte effectivement la croissance mondiale. Si vous essayez, je ne suis pas économiste, mais si vous essayez de comparer la croissance économique en 2021, 2022, 2023, vous verrez qu'elle a chuté en 2023 par rapport aux perspectives de 2022. 2022, on sortait déjà de la crise contre le Covid. Donc je pense qu'effectivement que nous vivons une période très difficile qui nécessitera beaucoup de sacrifices. On a commencé déjà à les consentir l'année dernière avec le pétrole, le carburant qui a augmenté dans les différentes stations à la pompe, le coût même de la vie. Il y a eu des mesures d'accompagnement de l'État. On s'attend également à ce que s'il y a une annonce de la hausse des prix de carburant à la pompe, qu'on puisse également avoir ces mesures d'accompagnement pour amortir l'impact de la crise au niveau des ménages. Mais comment comprendre justement que le Cameroun étant l'Afrique en miniature ainsi que toutes les richesses dont elle regorge, on se retrouve avec des problèmes basiques comme le riz, les produits de première consommation qui sont toujours exportés? Oui, écoutez, c'est pas parce que nous sommes l'Afrique en miniature que nous vivons en autarcie. Il y a un certain nombre de produits qui viennent de l'extérieur et c'est pour cela qu'on demande de réduire notre dépendance à l'extérieur. Prenez par exemple les céréales, toutes les composantes du pain par exemple, la plupart, les intrants et autres viennent de ces pays-là. Et même dans le domaine de l'agriculture, les engrais et autres viennent de ces pays-là. Donc il est question, et je crois que ça a toujours été la volonté du gouvernement, il est question ici en réalité de revenir à quelque chose de très simple, c'est de consommer ce que nous produisons. Mais tant que nous serons toujours en train de consommer ce qui nous vient d'ailleurs et qui subit évidemment des coûts, et on aura des problèmes à nous nourrir. Donc il faudrait qu'on puisse relancer la machine de la production interne, produire ce que nous consommons, produire ce qui est à la demande des Camerounais. Bah, et je finis par là, vous avez parlé de questions basiques, l'eau et l'électricité ne sont pas des problèmes caractéristiques du Cameroun. Ce sont des problèmes qu'on retrouve partout. Tous les pays au monde, même les grandes puissances, sont confrontés aux questions énergétiques parce qu'ils ne sont pas des acquis. Si vous avez des installations électriques qui datent des années 80, vous avez des installations qui peuvent être obsolètes après 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut renouveler après 20 ans. C'est la même chose avec les routes. Vous pouvez avoir des routes satisfaisantes en 10 ans après, par rapport à l'explosion, à la demande, à la circulation et autres. Vous êtes obligé, n'est-ce pas, de construire d'autres routes et d'entretenir celles qui deviennent de plus en plus vétustes. Donc c'est un problème de gouvernance permanente. Donc on ne doit pas croire que parce qu'on est en 2022, on ne devrait plus avoir des problèmes de route, des problèmes d'eau, d'adduction en eau, des problèmes de fourniture en électricité. Non, ce sont des problèmes que tous les pays rencontrent. Ce sont surtout les réponses qui intéressent. C'est-à-dire comment est-ce que le gouvernement réagit à ces crises-là, à cette demande sociale. Comment le gouvernement arrive à apporter des réponses convaincantes, des réponses durables par rapport à cette demande. Et c'est ce que nous allons donc essayer de voir, par exemple, au courant de cette année. C'est-à-dire comment le gouvernement arrive à répondre à cette demande sociale, tant au niveau de la consommation des produits de grande nécessité, tant au niveau de la fourniture en eau ou bien en électricité. Monsieur Eric Djabon, on parle ici, pour rester dans l'exemple pris par le professeur, les routes qui sont en état de vétusté et déjà le strict minimum dans l'Afrique en général, on a un problème d'électricité et d'eau, ce n'est pas uniquement au Cameroun qu'on voit ces problèmes. Je ne crois pas que le Cameroun est dans la même situation que beaucoup de pays africains. Et je ne peux même pas imaginer qu'on peut faire le rapport à propos par rapport à l'énergie entre le Cameroun et les pays développés. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans un pays développé pendant plus de 10 ans. Et jamais
il n'y a aucun jour qu'on a tourné le monde n'est pas sorti. Oui. Dans aucun jour, on a allumé, la lumière n'a pas, l'électricité n'est pas allumée. Je dis pendant 10 ans, chaque jour il y avait l'électricité. C'est pour dire que la gouvernance, c'est l'anticipation. Ça veut dire que quand on gouverne bien, on anticipe. Les gouvernants doivent connaître le taux de croissance de la population dès maintenant. On doit prendre des stratégies immédiates pour assurer qu'à chaque fois, toutes les nécessités, on doit l'avoir dès maintenant. Donc, c'est la gouvernance et l'anticipation. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Je peux vous dire une de mes grandes déceptions parce qu'en 2012, le Cameroun était classé par l'index Ibrahim de bonne gouvernance. Oui. D'ailleurs, on est souvent dans les 37 sur 50 pays africains. Oui. On est parmi les derniers. Mais dans le côté énergie, on était classé, c'est la seule chose qu'on avait une bonne classification. On était 3e. J'ai dit 2012. J'étais hors de ce pays. Je dis que peut-être qu'il y a une chose que le gouvernement que l'on fait bien, malgré tous ces échecs. Et la même année 2012, on a parlé des barrages. Le gouvernement que l'on a dépensé plus de 1000 milliards de francs CFA sur le barrage des Menvele, Nashtiga, tout ça. Je me suis dit, finalement, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. On est 3e, on a investi 1000 milliards de francs CFA, donc ça veut dire que ça va nous donner une situation qui va nous permettre de rester au sommet pendant longtemps. Mais la dernière fois que j'ai vérifié cet index, on est 25 en Afrique. Donc, le 3e avait 1 milliard, 1000 milliards de francs CFA dépensés. On est quitté le 3e au 25e. Et encore, c'est la meilleure classification dans tous les rubriques par rapport au Cameroun. Ça veut dire que si tu prends l'état de 3, tu prends le reste, on est souvent classé au-delà des 30. Donc c'est pour vous dire que le Cameroun n'est pas bien gouverné. Vous l'avez parlé tout à l'heure des prix. Je peux vous dire la situation du Nigeria. En 2015, quand Buhari prend le pouvoir, le Nigeria était un importateur de riz. Il produisait 200 000 tonnes de riz. Ils avaient besoin de 1 million de tonnes de riz. Ils ont pris une initiative globale dans les pays. Et aujourd'hui, le Nigeria produit plus de 1 200 000 tonnes de riz. Le Nigeria exporte le riz. Ils ont réglé le problème du riz avec une stratégie, avec une bonne gouvernance. Prenez le cacao. À un moment donné, le Cameroun était presque au même niveau que la Côte d'Ivoire. Maintenant, le Cameroun, le Côte d'Ivoire produit, je crois encore, je ne maîtrise pas trop le chiffre, mais c'est au moins 5 fois la quantité que le Cameroun produit. Le cacao. Donc, dans tous les secteurs que vous observez dans ces pays, nous avons rétrogradé. Et ce n'est pas par hasard. Nous n'avons pas de gouvernement, de leadership avec une vision. Quand un pays est gouverné par hasard, comme le cas, on dit n'importe comment, on est tout dans cette situation. Je peux citer plusieurs exemples, mais ce qui vient du discours des chefs d'État, c'est les choses que le Camerounais doit comprendre. Quand on parle de subvention, ce n'est pas comme si le gouvernement camerounais prend des milliards et remet aux entreprises pétrolières pour réduire le prix du pétrole. Non. La subvention qui passe, c'est les impôts qui sont imposés sur le prix du pétrole, qui ne retiennent pas pendant le vent. Donc, on dit qu'ils vont réduire la subvention, ils vont seulement imposer un nouveau impôt sur la vente des produits pétroliers. Monsieur Rijamon, pour vous relancer, est-ce que le mal-être du Cameroun vient du fait de la gouvernance? Est-ce que c'est peut-être pas parce qu'à un certain niveau, il y a une mauvaise gestion, même de ces personnes-là qui sont mises en place? Est-ce que c'est le gouvernement? Mais c'est la même chose. La gestion de la chose publique, c'est le gouvernement qui décide. Il y a un premier ministre qui est nommé, il y a les ministres qui sont nommés par le gouvernement. Et ça fait 40 ans. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu le temps. Le temps est assez. Pourquoi le Cameroun est dernier dans tous les classements? Même ce qui ne fait pas de l'argent, parce qu'on peut croire que c'est vraiment les choses financières. Regardez la justice. Quels sont les pays où, quand vous voyez le classement des pays de droit, le Cameroun est encore parmi les derniers? Donc, ça pose, on peut simplement dire que nous sommes dans une situation, un pays qui n'est pas bien gouverné. Et beaucoup de gens qui ne sont dans l'ignorance, quand ils sont même dans un autre pays africain, vous êtes choqués de la différence, non seulement de comment la société est ordonnée, mais aussi comment la gouvernance est faite.
j'ai continué parce qu'on parle de l'économie. Oui. 93% de l'économie camerounaise est informelle. 93%. Et le 93% qui est informel contribue 50% des, comment on appelle ça, GDP, PIB, c'est ça le gouvernement appelle PIB. Oui, PIB. Donc 93% contribue 50% dans l'informel. Et les 7% qui est formel contribuent le reste des 50%. Et tout ce que le gouvernement fait jusqu'à maintenant, c'est faire croître l'informel. Pourquoi? Parce qu'ils imposent une taxe. Les taux d'impôt est trop élevé. Oui. Donc quand tu crées une entreprise qui doit créer des emplois et vous les mettez 30% de leur budget ou bien de leur capital comme impôt, beaucoup vont entrer dans l'informel. C'est pour cela que le Cameroun, c'est l'informel. À côté, tout le monde fait n'importe quoi pour sauver. C'est comme c'est un pays qui n'est pas gouverné. Mais pourquoi le Camerounais s'en sort? C'est parce que nous sommes un peuple travailleur, nous sommes un peuple dynamique. Nous avons le malheur d'avoir un gouvernement qui n'est pas au niveau de la table du peuple camerounais. C'est ça le problème du Cameroun. Il n'y a rien que ça. Et c'est pour cela que ceux qui ont mis le Cameroun dans cette situation ne veulent pas lâcher. Parce qu'ils se sont créés un autre monde parmi eux. Ils vivent dans un autre contexte différent de nous. Quand vous parlez de manque d'électricité, ils en ont. Ils ont des climatiseurs, ils prennent des wagons de première classe, ils roulent dans des belles voitures et tout ça. Pour eux, ils s'en foutent. Mais pour eux, ce qui est plein important, c'est d'accrocher sur ce pouvoir, quelle que soit la situation. C'est pour cela que le pays est mal gouverné. La situation, c'est une situation strictement de menace. Vous pouvez sortir, c'est avec toutes les théories. Faire la comparaison entre le Cameroun et les autres pays dans la même situation. On a l'habitude de se moquer des Ivoiriens. Il peut vous dire le budget des Ivoiriens, le PIB de la Côte d'Ivoire est à 70 milliards de dollars. Pour le Cameroun, c'est 45 milliards de dollars. Nous avons la même population, ça veut dire que presque la même population, le même antenne, mais ils ont pu gérer leur budget beaucoup plus mieux et créer beaucoup plus de richesses que le Cameroun. Je ne peux même pas parler du Ghana, qui est quitté d'un pays qui était 5 fois plus pauvre que le Cameroun, à un pays qui est au moins 2 fois plus riche que le Cameroun. Nous devons tirer les conséquences des nouvelles gouvernances, des nouvelles leaderships. On ne peut pas s'échapper de ça. C'est ça le problème pendant le temps. Professeur, monsieur Eric parle d'un Cameroun mal gouverné. Pourtant, lors du discours, le président avait promis la résolution, par exemple, de l'insalubrité. Au Cameroun, on a eu 20 de ouf de soulagement. Bientôt, Yaoundé et Douala, les grandes métropoles, seront nettoyées de fond en comble. Bah, écoutez, je voudrais, si vous permettez, faire très rapidement un petit commentaire par rapport à ce que mon cher Eric dit. En réalité, les exemples qu'il prend sont là effectivement pour conforter la position de son parti. Parce que nous avons tous voyagé. Il y a des pays pires que le Cameroun, parce que tel que vous dites, c'est comme si le Cameroun c'est le dernier sur la liste. Non, je vais dire pas mal. Vous savez, moi, non, on peut changer, c'est pas un problème. Vous savez, je peux me vanter d'avoir fait tous les pays de la CEMAC. Tous les pays de la CEMAC, ils sont 6. Je suis allé dans tous ces pays. Mais ce sont les pays qui sont... Non, je vais élargir. La même situation que non, attendez. Non, l'idée c'est de dire que les exemples que vous prenez, c'est vrai, c'est-à-dire le Ghana, les performances économiques du Ghana, le Nigeria, Côte d'Ivoire, ouais. Tout à fait vrai. Mais à côté, vous laissez le Libéria, le Sierra Leone, Mali, Guinée et autres. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est peut-être... On peut être d'accord que le Cameroun devrait avoir un rang plus honorable. On est tout à fait d'accord. Mais ne faites pas croire aux Camerounais qu'ils vivent en enfer parce que ailleurs, ça je vous le dis, ailleurs c'est pire, c'est grave. Mais ça ne dédouane pas, c'est que la responsabilité du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit être fait constamment pour améliorer la situation du Camerounais. Moi j'étais au Gabon la dernière fois, c'était au mois de juin. C'est pas... Prends un exemple très simple. Vous avez besoin
d'un stylo. C'est-à-dire, laissons même le stylo. Le call box, vous devez recharger le téléphone et autres là. Il n'y a rien dans les rues. C'est-à-dire cette facilité-là qu'on peut avoir, recharger son téléphone, remettre le crédit et autres, vous n'avez pas ça. Si on a un secteur informel qui est dynamique, le défi c'est la migration de l'informel vers le formel tout simplement. Mais il y a des pays où vous avez même l'informel là-même ne vit pas. Il y a comme une sclérose. Vous savez qu'il y a des pays où vous êtes dans la rue, vous voulez même, je ne sais pas moi, avoir une bouteille d'eau à côté, il faut seulement aller dans les échoppes, il faut seulement aller dans les supermarchés, acheter. Vous voyez, alors qu'il y a une demande, par exemple les taximans, vous n'avez pas demandé un taximan, après peut-être 3 heures de garer pour aller acheter une bouteille d'eau, je ne sais pas moi, dans un supermarché, alors qu'il y a une informelle qui se développe, c'est-à-dire des femmes qui vendent de l'eau en bordure de route et qui répondent à ce genre de clientèle. Alors, pour aller un peu plus loin par rapport à la question que vous avez posée, il me semble bien que vous avez posé une question relative à l'insalubrité. Voilà. C'est justement le problème, c'est un problème lié à l'explosion démographique dans plusieurs pays. Parce que ça aussi, il faut le minimiser. C'est-à-dire que même les pays qu'on nous présente comme des exemples, je crois qu'il y a quelques années, il y a eu cette crise des ordures ménagères en Italie, à Rome. Grand pays de l'Union européenne et autres. Mais le problème qui se pose avec le Cameroun est que il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas d'implication forte des différents intervenants dans cette chaîne. Par exemple, la question du ramassage des ordures, elle incombe à qui? Est-ce l'État? Est-ce les communes? Est-ce la commune des villes? C'est-à-dire la mairie des villes, comme c'est le cas de Yaoundé. Donc vous n'avez pas une coordination, on ne sait pas qui doit faire quoi en ce qui concerne, par exemple, la question du ramassage des ordures. L'État a eu comment je peux dire, à s'appuyer sur une société comme Isacam. L'État injecte de l'argent là-bas, mais on voit bien que le travail ne marche pas, puisque d'ailleurs il y a un problème en termes de prise en compte, en termes de traitement salarial même des employés. Comment parler de l'État qui a ingéré de l'argent, pourtant la société se plaît des arriérés de salaire? Oui, on dit la même chose, c'est-à-dire que l'État doit de l'argent à Isacam, les subventions qui doivent revenir à Isacam, ne les ayant plus, ne peut pas payer ses travailleurs. Et voyez donc tout ce qui se passe. Oui. Bon, maintenant, on a trouvé un palliatif, c'est de dire que on peut avoir d'autres intervenants, les communes. Mais est-ce que les communes ont les moyens de procéder au ramassage des ordures dans leur territoire? Est-ce que la mairie de Yaoundé a les moyens, la logistique nécessaire pour ramasser et traiter ces ordures? Est-ce qu'il y a même des décharges municipales? Parce que la décharge que nous avons du côté de Koufou appartient à Isacam. S'il faut créer d'autres intervenants, s'il faut habiliter d'autres intervenants, il faut également créer d'autres voiries. Il faut créer d'autres zones de déversement des ordures. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc je pense que la réponse ne viendra pas d'en haut. C'est-à-dire, le président a promis autre, mais ce n'est pas avec un coup de baguette qu'on aura nos vies propres. Je pense, de mon point de vue, que la réponse doit venir du bas. C'est-à-dire, dans le cas de la décentralisation, qu'on puisse donner les moyens nécessaires aux communes pour faire ce travail, parce qu'ailleurs, ce sont les communes. Ce n'est pas l'État qui procède à cela. Ce sont les communes qui sont responsables de l'embellissement de leur territoire, du ramassage des ordures, de la voirie de manière générale, de l'hygiène et de la salubrité. Justement, dans le cadre des mesures prises par le président de la République, il parlait de résoudre le problème du mouvement OTF et OTA. Est-ce que, avec les rumeurs qui courent, on peut espérer déjà la résolution de ce problème à quelques heures même de ce discours, M. Rick? Oui, sur le cas OTS, le gouvernement avait démontré l'année passée qu'ils ont pris certaines mesures. Moi, j'ai pris la peine d'appeler certains amis qui étaient dans la situation et certains ont dit que oui, ils ont eu un peu d'amélioration. Oui. Donc, je crois que c'est un problème d'ailleurs que le gouvernement a créé parce qu'on ne devait pas avoir ça. Franchement, on ne devait pas arriver à un niveau où les enseignants peut-être doivent
manifester comme ils le font à Odès pour avoir ce qui les dure. Donc, si le gouvernement veut continuer dans le bon sens, parce que nous avons dans le MX proposé depuis la période des ODS des pistes de sortie qui auraient été beaucoup plus efficaces et plus adéquates. Rappelez-nous ces quelques pistes de solutions. Non, pour les arriérés, on avait donné, on a proposé qu'on donne le bon aux enseignants qui peuvent aller à la banque faire l'échange avec l'argent. Le bon avait une date de maturité. Ça veut dire que si on te doit 1 million, et dit seulement un chiffre, le gouvernement peut te donner un bon de 1 million de lignes indépendantes qui tu peux réclamer à la banque d'ici 6 mois. Et tu auras la possibilité, si tu es tellement en difficulté, avec peut-être un maximum de 10%, on peut te donner le reste, 90% immédiatement. Donc c'est déjà une piste qui devait régler le problème, au moins sur le fait que ça devait me remettre la confiance aux enseignants. En dehors de tous les autres mesures qu'on a listées, ça c'était le côté financier. J'étais à un peu de satisfaction que sur le plan arrivé, tout ça, le gouvernement a fait certaines mesures qui étaient bonnes. Je crois que maintenant, ce qu'on doit penser, c'est d'informatiser l'administration, parce que c'est une des difficultés qu'on a. Quelqu'un finit cette formation, il est affecté, pourquoi il a attendu encore peut-être 1 an pour toucher le salaire? Il faut que ce soit automatique. Quand vous battez en retraite, quelques mois, le même quand on ne peut pas faire la même chose avec ceux qui sont recrutés. Quand on ne peut pas donner, parce que c'est trop difficile pour quelqu'un qui est affecté ailleurs, qui doit installer quelque part, et il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent, il doit aller donner les cours aux étudiants et tout ça. C'est très compliqué. Donc pour la situation de ODS, j'espère que le gouvernement va rester dans sa logique de ce qu'ils ont fait déjà, mais au moins de régler cette piste-là immédiatement. Bien que le système d'éducation du Cameroun est démodé, je peux vous dire clairement. On ne crée pas, on n'éduque pas le criminel pour régler le criminel. Vous avez constaté qu'à la fin de chaque année, il y a milliers de, je passe le contrôle du procès, il y a milliers de diplômes qu'on donne au criminel. Et ce diplôme, c'est à quoi? Les gens ont des diplômes inscrits pour vraiment faire quelque chose pour eux-mêmes, en dehors de l'informel. C'est pour cela que MSA a proposé des centres de formation. Donc il y a des centres professionnels. Donc pour nous, chaque département aura un centre professionnel. On va orienter l'éducation vers le professionnalisme. Ce n'est pas ce qu'on parle actuellement, mais on va vraiment orienter dans ce sens. C'est-à-dire que celui qui quitte du lycée, son premier choix, à 80% des personnes, ils vont dans le centre de formation pour ce qu'on appelle en anglais vocational training center, dans les communes. Ça va permettre à ce que les gens sortent de la formation avec quelque chose, quelque chose qui peut leur permettre de vraiment entrer dans l'informel en créant les entreprises et tout ça. Donc, le système d'éducation, nous n'inventons pas la roue parce que le système que nous voulons pratiquer, ça se pratique derrière dans d'autres pays, comme en Allemagne, où vous allez constater. Ils ne sont pas dans la logique de donner des diplômes. Beaucoup de théorie. C'est la technique et tout ça. Nous voulons entrer dans cette phase au niveau des communes, aussi au niveau des départements. Donc, c'est ça que nous croyons que le gouvernement du Cameroun a faire. Le discours de chef d'État, comme je l'ai dit au début, n'a pas rassuré. Parce qu'on est toujours, après le discours, je ne suis pas convaincu que les choses auront dans la bonne sens. Voilà, professeur, une semaine après le mot du président qui rassurait les enseignants comme quoi leur situation a été résolue, on a eu vent d'une possible grève qui s'annonce pour lundi 8 janvier. Est-ce que dans le fond, ce n'est pas une machination? Est-ce que l'enseignant ici ne s'érige pas un peu en homme politique? Bah écoutez, je ne suis pas sûr que le président ait dit que le problème des enseignants a été résolu. Mais il y a un dialogue qui existe entre les syndicats d'enseignants et les différents ministères en charge des questions éducatives au Cameroun, c'est-à-dire ministère des enseignements secondaires, éducation de base et enseignement supérieur. Il y a des plateformes de dialogue qui existent avec les syndicats
pour trouver le meilleur moyen permettant d'apurer la dette. Bon, il se trouve donc que les moyens que l'État a eu à déployer, notamment les financements prévus dans le budget 2024, ne permettent pas d'éponger toute la dette des enseignants. Et c'est pour cela donc que les enseignants, les syndicats d'enseignants voudraient relancer le mouvement de grève pour faire pression sur le gouvernement. Parce que de leur point de vue, l'enveloppe qui a été allouée au remboursement de la dette, à la dette académique, ne suffit pas à combler toutes les attentes. Oui. Mais il faut comprendre qu'une société qui est traversée par des grèves est une société dynamique. C'est une société dynamique, il ne faut pas avoir peur des grèves, il faut plutôt susciter des plateformes de rencontres et des dialogues. Sauf que la grève au Cameroun, pour vous relancer, la grève au Cameroun n'est pas appréhendée comme étant un moyen de résoudre le problème, c'est plutôt conçu comme étant une révolte. Non, la grève c'est un moyen de pression sur les décideurs. Ça, on le vit dans le monde professionnel, dans le monde des entreprises, mais également dans l'administration. C'est-à-dire que lorsque vous avez épuisé les moyens de pression sur votre employeur, vous pouvez recourir à ce qu'on appelle techniquement chez nous le répertoire d'action collective, ça peut être le sitting, ça peut être une grève, ça peut être la réduction du temps de travail et autres, qui permettent, n'est-ce pas, de laisser quand même la voie au dialogue entre les différentes parties. Donc, le président de la République dit ceci, tel que moi j'ai compris le discours, c'est de dire que l'État continue de négocier avec les syndicats. Et il est hors de question donc que pendant que nous faisons des efforts, qu'il y ait des radicaux, des irréductibles qui ne veulent rien entendre et qui veulent s'aborder, compromettre l'avenir, l'année académique de nos enfants. Les questions éducatives sont très importantes pour moi parce que, vous savez, lorsque vous prenez la sous-région Afrique centrale, notamment CEMAC, là encore, peut-être je vais prendre le contre-pied de mon ami, le Cameroun est devenu une destination éducative prisée oui. par les ressortissants de la sous-région. Si vous prenez le nombre de Centrafricains, d'étudiants centrafricains, il doit être très élevé. Oui. Très élevé. Les étudiants tchadiens. Ici au Cameroun, oui, dans nos universités. Étudiants tchadiens, étudiants gabonais. La première raison étant que ces pays-là n'arrivent même pas à boucler l'année académique. Parce qu'il y a des grèves durant toute l'année. Ils n'arrivent pas à terminer l'année académique. Vous savez que le nouveau Premier ministre tchadien, Succès Basra, a justement initié un dialogue avec les syndicats d'enseignants pour qu'ils puissent sauver cette année académique. Donc le Cameroun est une destination éducative prisée par les ressortissants de la sous-région. C'était peut-être aussi par la qualité des enseignements qui sont dispensés, par le cadre, même si on pourrait aussi faire mieux. On a quand même des infrastructures qu'un certain nombre de pays n'ont pas. Évidemment aussi on peut faire mieux que cela. Donc pour me résumer, la grève n'est pas une mauvaise chose. La menace même de recourir à la grève n'est pas une mauvaise chose. Le plus important, n'est-ce pas, c'est de laisser ouverte la voie au dialogue, à la discussion avec le gouvernement pour trouver des solutions pérennes et idoines. Mais comment comprendre justement qu'au Cameroun, qu'on se retrouve encore avec des enseignants, déjà le salaire qui est relativement bas, mais on se retrouve avec des arriérés qui vont au-delà d'un an, 2 ans. Si on sait qu'à côté en Côte d'Ivoire ou même en Chine, l'enseignant est le fonctionnaire le mieux payé. Bon, écoutez, le problème du Cameroun par rapport aux pays de la sous-région, les enseignants camerounais n'ont pas de retard au niveau de salaire. Aucun fonctionnaire camerounais, ça je le dis à haute voix, aucun fonctionnaire, je dis bien fonctionnaire camerounais n'a de retard dans la perception de son salaire mensuel. Mais où est le problème? Oui, le problème donc maintenant c'est qu'il y a des enseignants qui ont eu des avancements, comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'ils devraient percevoir il y a 5 ans un salaire supérieur. Or, depuis 5 ans, il a le même salaire. Il devrait percevoir le salaire qu'il a aujourd'hui, c'est un salaire dépassé. Il devrait
avoir plus que cela. Donc il y a des avancements qui sont cumulés depuis plusieurs années et que l'État n'arrive pas à payer parce que la priorité pour l'État, c'est d'abord que les gens puissent avoir des salaires à la fin du mois. Bon, maintenant aussi, ce qui peut choquer est que il y a des fonctionnaires qui sont payés, c'est-à-dire qui ont leurs avancements, qui passent normalement. Et il y a d'autres chez qui ce n'est pas automatique, où il faut monnaie. Et d'ailleurs, cela laisse la voie à la corruption. Parce que lorsque vous avez 10 ans d'avancement impayé, et que par exemple l'État vous doit 9 millions, quelqu'un vous dit que, bah, écoute, tu me donnes 1 million, moi je te fais payer ça, je débloque ça et je te fais payer ça le mois prochain. Et te rendant compte que ça fait des années que tu attends ce qui t'est dû. Donc évidemment, vous allez donc voir des gens qui traversent rapidement cette étape-là en disant qu'ils ne paient rien. Donc la revendication des enseignants ne porte pas sur les salaires. Encore que la question des salaires est une autre question. Parce que pour le moment, on voudrait, là je parle vraiment comme même la corporation, on voudrait que les avancements qui sont en chômage quelque part puissent être payés. Si les avancements sont payés, on pourra donc avoir une discussion sur la qualité, sur le niveau même des salaires. Et je crois que c'est un problème en réalité qui est général. Les médecins, les enseignants et les autres corporations vont vous dire que ce qu'ils perçoivent, et c'est tout à fait vrai, ce qu'ils perçoivent aujourd'hui ne correspond à rien. Il finit par là. Si vous prenez un enseignant d'université, vous prenez un Camerounais, titulaire d'un doctorat, premier grade, assistant, il tourne autour de 300 000. En Côte d'Ivoire, il est au moins à 800 000, 900 000. 800 000, 900 000, au moins. Je ne vous parle pas des avantages qu'ils ont à l'université, les prestations qui sont payées régulièrement, et ainsi de suite. Chez nous, on ne paye plus de prestations à l'université. J'ai mes étudiants qui ont soutenu il y a quelques semaines. Ce qu'on devait me donner, c'est la pratique. Lorsque vos étudiants soutiennent leur doctorat, on vous paye pendant les délibérations. On vous donne votre argent, vous déchargez avant la publication des résultats. Or, le paiement est gelé, le paiement des thèses, des mémoires et autres, est gelé dans les universités d'État depuis au moins 5 ans. Donc, les revendications portent donc sur l'appurement de ce qui est dû aux enseignants, en termes d'avancement, en termes également de primes. D'accord, on va marquer une courte pause pour prendre 1 minute de l'extrait du discours du président de la République. On revient tout juste derrière pour parler de l'aspect sécuritaire même du Cameroun qui est une épine dans la chaussure du peuple camerounais. Avec nos partenaires financiers, en vue de l'achèvement des travaux de construction de la route Mora-Dabanga-Kousseri et de la réhabilitation des routes Edé-Akribi et Douala-Bafoussa. La réfection des voiries urbaines se poursuit dans les villes de Maroua et de Ngaoundéré. Le programme y afférent va s'étendre à d'autres capitales régionales. Les projets autoroutiers ne seront pas en reste au cours de l'année qui s'annonce, avec notamment le démarrage de la construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalem et celui de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. En outre, face à la dégradation de la situation en la matière, j'ai prescrit au gouvernement de trouver en urgence une solution pérenne au problème du ramassage des ordures ménagères dans nos villes, en collaboration avec les communes et les communautés urbaines. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au cours des dernières semaines, vous avez été confrontés à une pénurie de produits pétroliers qui vous a causé de nombreux désagréments. Pour faire face à cette situation, j'ai prescrit au gouvernement des mesures urgentes permettant d'assurer l'approvisionnement continu du marché.
les difficultés du secteur sont toutefois plus larges et plus complexes. Vous devez savoir que dans le but de maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel. Voilà, avant de revenir sur les pénuries des produits pétroliers, Éric Diabon, on va s'intéresser à un sujet qui vous touche particulièrement. On parle ici de la crise anglophone. Le président de la République promettait vraiment des services à l'endroit de ces personnes qui voudraient maintenir cette insécurité, que ce soit dans le nord-ouest ou même dans le Grand Nord Cameroun. À un certain niveau, est-ce qu'il n'y a pas déjà eu beaucoup fait du côté du gouvernement qui a organisé le dialogue et plusieurs commissions pour essayer de résoudre le problème? Bon, il y a ce qu'on appelle dans toute relation humaine sincérité. Quand vous êtes sincère, ça se sent, les gens connaissent. Je peux vous dire, le grand dialogue qu'on a organisé a été fait à cause de pressions internationales. Et les pays internationaux, les États-Unis, l'Union européenne et tout ça, ont demandé que le gouvernement fasse quelque chose. Pour répondre à les pressions, ils ont basé le grand dialogue. Donc, l'objectif de ce dialogue n'était même pas pour vraiment résoudre le problème. C'est pour enlever la pression qui était derrière le taux du gouvernement. Ça veut dire que cet élément qu'on appelle sincérité n'était pas là. Je peux vous dire à chaque fois au Cameroun qu'on a organisé un dialogue sincère, dans les semaines qui suivent, on a eu des résultats. Peut-être vous êtes trop jeune, mais j'ai vécu la période de vie dans ce pays. La période de la société civile est vraiment complètement bloquée. Quand les partis prenantes, on veut dire la société civile, le gouvernement et les partis politiques qu'on appelle les tripartites, quand ils ont lancé un dialogue entre eux, tous les responsabilités sont arrivés. Parce que nous avons, à l'époque, là, il y avait l'espoir que c'était sincère. C'était un dialogue qui devait sortir avec un programme politique. Qu'on s'assure que tout le monde a cru. Immédiatement, les villes n'ont pas arrêté, tout est arrêté. Et la ville normale s'est retrouvée. Quelques semaines après, le Cameroun est fondé sur un dialogue. Ça veut dire la conférence de Fumba entre les anglophones et les francophones. Et au début, je crois que ceux qui ont participé à ce dialogue avaient l'espoir que c'était sincère. C'est là qu'une fois que ce dialogue a été fait, on a adopté un système de gouvernance des États qui a fonctionné pendant 10 ans sans problème. Sauf qu'au moment-là, le système, parce qu'on ne peut pas exclure le régime de Biya dans cette situation, et quand était déjà un haut responsable du gouvernement impliqué dans le problème, ils ont trahi. Ils ont trahi en 92 avec le référendum qui était anticonstitutionnel. Ils ont trahi, ils ont changé la forme de l'État. Et une fois qu'on a fait ça, il y avait déjà le sentiment, il y avait beaucoup de gens qui parlaient à l'époque de la situation, parce qu'ils ont vu que leur pouvoir était déjà réduit, avait été réduit dans la zone profonde. Donc c'est la première trahison. La deuxième trahison, c'est après le tripartite. Tout ce qui avait été adopté comme comment organiser les élections présidentielles, les institutions qui devaient être sur place n'ont pas été respectées. Avant même qu'on les respecte, on a changé de constitution pour maintenir le même système. Deuxième trahison. Et c'est ça qui explique le fait que le dialogue qu'on a organisé, qui n'est d'ailleurs pas sincère, ne peut pas rassurer. Il faut vraiment un leadership qui rassure. Une fois qu'on a convoqué le gouvernement pour un dialogue, on prend les gestes d'apaisement. C'est ce que le MSA dit. Ça veut dire qu'on prend des gestes d'apaisement qui va de mettre la confiance dans la population. Une fois qu'on fait ça, je crois qu'à ce moment-là, on va avoir un dialogue. Vous allez voir les conséquences. Deuxième élément, le gouvernement s'est précipité à fabriquer les institutions DDR. Quand vous allez causer avec quelqu'un qui a travaillé dans les résolutions de conflits, les DDR viennent vers la fin. Ça veut dire que le conflit est presque fini. Et les DDR viennent maintenant pour récupérer là. Peut-être parce que le gouvernement avait foi en ces dialogues-là qui avaient mis sur la table les deux parties. C'est pourquoi ils ont convoqué le DDR. Moi, je ne vois pas qu'ils sont le gouvernement qui je vais comprendre.
D'ailleurs, ils ont commencé le dialogue en interdisant certaines pistes de réflexion. Ils n'ont pas regardé. Deuxièmement, ils sont présentés avec le DDR pour montrer qu'ils font quelque chose. Ils disent on a que le DDR pour que les gens reviennent, les gens qui abandonnent. Mais ce n'est pas comme ça. On vient de le conflit. Ils ont encore préparé avec une reconstruction. Est-ce qu'on va reconstruire la vie à la terre? Il y a la destruction. Non. Moi, vous croyez que c'est une stratégie, mais ça ne tombe pas dans la logique de résolution des conflits. On ne peut pas rester dans ces. On ne peut pas faire n'importe comment et espérer le résultat. Nous sommes dans une logique où certaines personnes pour mettre le pays à feu, tant que le système-là unitaire qu'ils aiment trop, parce que ça les protège, ils peuvent mettre tout le pays à feu pour maîtriser ce système. C'est ça la chose. Et tout ce qui vient à l'encontre de ce système, ils vont le combattre. En donnant l'impression aux partenaires internationaux qu'ils sont en train de faire quelque chose. Rien n'a été fait. La seule chose qui a changé depuis le début de la guerre, c'est la façon qu'on présente les dégâts. Ça veut dire qu'il y a les dégâts comme dès le début. Il y a des gens kidnappés, il y a des gens enlevés, il y a les tueries, tout ça. Ça se passe tous les jours. Mais on ne couvre pas comme au début. Et ça, là, c'est la différence. Et c'est pour cela que certains parlent de 30 ans pour régler des problèmes. Non, si vous avez une solution immédiate, vous suivez les étapes concrètes et normales pour régler le problème. Je vous assure, Madame Gary, il y aura déjà des pistes de sortie. Et vous allez ressentir que la situation est une chose. Qu'est-ce que fait Bibi, comment on appelle ça? C'est lui qui a fait la révolution de Séquel. J'ai oublié son nom. Il est un acteur de la société civile, un journaliste. Il est toujours arrêté sur la. Il était arrêté avant même que la guerre commence. Et il est toujours en tout. Que fait-il là? C'est toujours pour régler la guerre. Donc c'est pour cela que nous demandons les gestes d'apaisement pour commencer un vrai dialogue qui va nous remettre la confiance. Et je crois qu'à partir de ce dialogue, les choses vont commencer à changer. Si on restait dans la logique des guerres, parce que la guerre là nous coûte tellement cher. Je me souviens une fois, je suis tombé dessus un article qui coûtait là, c'est 27 milliards le mois. 27 milliards. Ça veut dire que pour un mois, on peut régler tout le problème des produits. L'argent qu'on dépense seulement un mois. Donc ça soulève une question. Est-ce que l'économie des guerres qui a été créée à cause de ces guerres, est-ce que les gens qui bénéficient de ça, il faut vraiment que ça s'arrête? Parce que s'il y a 27 milliards, on ne peut pas bien justifier chaque mois. Ça veut dire que les gens bénéficient. Et ces gens ne peuvent pas vouloir, n'est-ce pas, que la guerre cesse. Il y a le problème de guerre. Donc je ne peux pas dire aussi, sans condamner ceux qui ont commencé la guerre, que ont pu la contre le droit. Parce que la séparation aussi, c'est une tradition de la Constitution. Et quand je parle du mouvement qui a trahi le colonel, les séparatistes qui sont trahis, il faut le dire. Et on pouvait résister sans prendre le mal. La séparation est anticonstitutionnelle et c'est quelque chose à comprendre. C'est pour cela que le NRC a commandé la séparation et on croit que ce n'est pas constitutionnel et on croit que les séparatistes doivent être amenés à dialoguer contre le gouvernement pour qu'on trouve une solution pacifique. Et nous avons dit, on le répète, la solution sera l'État fédéral. On ne peut pas s'échapper de ça. Voilà, professeur, on va parler maintenant de votre aspect géopolitologue. À quel niveau est-ce qu'on peut situer cette crise anglophone qui continue de décimer? Est-ce que le gouvernement a déjà joué toutes les cartes pour arriver à la phase de répression? Bon, écoutez, j'ai suivi le représentant du MSC qui se demandait s'il avait, si on peut interroger un spécialiste de ces questions-là pour être édifié sur notamment le DDR. Je suis spécialiste de ces questions de défense. Alors, vous avez tout à fait raison de dire que le DDR, en réalité, est un programme qu'on applique à la fin d'un conflit. L'innovation avec le Cameroun, c'est de l'avoir appliqué pendant le conflit. Parce que rien n'interdit à un État d'utiliser de manière un programme, enfin, de mettre un programme à telle phase du conflit au lieu d'attendre la fin. Alors le DDR a été considéré, pas seulement au Nozo, mais également à l'extrême nord, comme un outil de sortie de crise. C'est-à-dire que le DDR devrait permettre de
diminuer la conflictualité telle qu'on l'a connue, la belligérance telle qu'on l'a connue au Nozo. Alors, si vous prenez le nombre de personnes qui ont adhéré au DDR, c'est-à-dire d'abord dans la phase de démobilisation, phase de désarmement, ça s'adressait en réalité aux insurgés, c'est-à-dire aux séparatistes. Il y a une centaine, je suis même très modeste, s'il faut parler de Boya. Ben, c'est plusieurs centaines en réalité, à Boya ou à Bamenda, c'est-à-dire il y a pratiquement un millier de combattants qui ont adhéré au programme DDR, c'est-à-dire en déposant des armes. Oui. Si on n'avait pas eu ce programme-là, en disant qu'on attend d'abord la fin du conflit pour mettre en place cet outil, j'imagine que ces combattants-là seraient toujours sur engagés dans les théâtres des hostilités. Donc, de mon point de vue, c'est une initiative qui est novatrice. C'est la première fois qu'on le voit et ça porte des fruits. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut à la fin? C'est de désarmer, démobiliser, désarmer et réintégrer les combattants. Si on le fait pendant le conflit et que cela porte des résultats, il n'y a aucun problème. C'est la première chose que je voudrais relever ici. La deuxième chose par rapport au grand dialogue. Lorsque vous étudiez l'histoire politique d'un certain nombre de pays, vous allez voir que il y a en général deux grandes fractions, deux grands groupes. Il y a ce qu'on appelle les modérés et ce qu'on appelle les radicaux. Il y a des radicaux dans l'opposition, comme il y a également des radicaux au sein de la majorité gouvernementale. Je ne suis pas sûr, j'étais déjà au collège en 91. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait pris part à la tripartite de 91. Il y a des leaders des partis marginaux qui ne sont pas venus. Tout le monde ne peut pas venir à un dialogue. Ça, c'est sûr. Même lorsque vous avez vos réunions les réunions de famille, pour tabler sur un différend grave. Vous allez voir des gens vont venir, d'autres ne vont pas venir, d'autres vont même venir à la fin. D'autres vont même travailler pour que la réunion là échoue. Et qu'elle échoue, pourquoi? Parce qu'il n'était pas là. Et le MSE se retrouve donc dans cette catégorie. C'est-à-dire qu'il y a eu une réunion de famille, ils ne sont pas venus. Et donc, comme ils ne sont pas venus, pour eux, la réunion là a échoué. Elle ne pourra réussir que s'ils sont là. Et davantage, si on prend en compte leur proposition. Si tel n'est pas le cas, la réunion ne marche pas. Alors, le grand dialogue s'est adressé aux modérés. C'est-à-dire tous ceux du gouvernement, de la société civile, de l'opposition et même de l'opposition armée qui pensent qu'ils peuvent avoir un avenir au Cameroun, au sein du Cameroun. Ce sont ceux-là qui sont venus au dialogue. Ceux qui trouvent que le grand dialogue ne pouvait pas résoudre ces problèmes, ceux qui pensent que la lutte armée est le meilleur moyen d'arriver à satisfaire, pour satisfaire leur volonté, c'est-à-dire leur projet individuel ou collectif, eh bien ceux-là ne sont pas venus. Alors, et maintenant, on peut se poser une question très simple. Est-ce que la situation sécuritaire au Nozo a changé depuis le grand dialogue ou ça a empiré depuis le grand dialogue? Et pour répondre à cette question, il faut brandir des chiffres. Et d'ailleurs, vous l'avez reconnu. C'est-à-dire le nombre d'attaques a diminué fortement, considérablement. Pas qu'il n'y a plus d'état de conflictualité, non. Il y en a toujours, mais le nombre d'attaques a diminué. Moi, lorsque je discute souvent avec les Camerounais et ressortissants de ces régions-là, ils ont parfois l'impression que quand on est entre guillemets francophone, c'est qu'on n'a jamais été là-bas. Moi, j'ai été à... J'ai été à Batibo, j'ai été à Manfé. J'ai fait ces routes-là au début des années 2017. Jusqu'à Ekok. C'est vrai, en 2018, peut-être même 2019, à moins d'être suicidaire, personne ne pouvait aller là-bas. Mais c'est un axe qui circule aujourd'hui. Mais il y a évidemment des convois parce qu'il faut une sécurité. Il y a des convois sécurisés pour circuler sur cet axe-là. Comme ça a été le cas dans les années 90, dans certains axes au nord du Cameroun.
qui étaient pris d'assaut par des coupeurs de route. Il y avait des convois, des militaires devant une série de cars, de bus, et des militaires derrière pour fermer le convoi. C'est ce à quoi on est réduit aujourd'hui dans certaines localités du Nozo. Mais il y a encore quelques années, rien n'est circulé. Les Ghost Towns, par exemple, qui les respectent véritablement? Même à Bouya, on les respecte. J'ai dit même à Bouya. Non, j'ai dit qui les respecte même encore. Moi j'étais à Bouya. Partez là, non, les transports ne circulent pas. alors, Les transports ne circulent pas. Mais vous avez des commerces ouverts à l'intérieur de la ville de Bouya. ce n'est pas je sais pas cela. J'ai été à une soutenance de thèse à Yubi. Parce que même les... Non, je ne veux pas de lundi. Les gens, en fait, si vous permettez, en fait, ce qu'on veut dire, mon propos, c'est de dire que les gens respectaient à la lettre strictement, pas aveuglement, strictement les Ghost Towns il y a quelques années. Mais il y a un relâchement, ça au moins on peut en convenir. Et que ceux qui ne respectent pas sont menacés, on brûle leurs boutiques, on les enlève. Vous êtes tout au moins d'accord là-dessus? C'est-à-dire ceux qui refusent. J'ai une autre perspective par rapport à ça. Voilà. Donc, pour finir, par rapport à la question que vous avez posée, pour finir, vous demandiez si le gouvernement a la bonne réponse. Il n'y a pas une solution miracle. Il y a si vous voulez, deux gammes de mesures qu'on peut utiliser pour résoudre ce problème de manière durable. Il y a d'abord la gamme de mesures politiques, ce que va appeler des mesures non militaires, consiste notamment à maintenir le dialogue, à réduire la vulnérabilité des populations de ce côté-là, c'est-à-dire investir. Donc, il y a une des questions, des réponses politiques, le dialogue. Il y a des questions économiques, c'est-à-dire investir dans ces localités-là. Et là encore, je prends votre contre-pied parce que vous dites qu'on doit reconstruire quand le conflit finit. Non. Les gens ont besoin, par exemple, les jeunes veulent travailler. Les jeunes sont désœuvrés. Même pendant le conflit, il faut les rassurer. Il faut leur donner des opportunités de travail. Je ne parle pas de reconstruction, c'est qui a été détruit. Non, attendez, la reconstruction, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas que le bâtiment. La reconstruction, c'est redynamiser l'appareil de production. Travailler la formation même des hommes, créer des opportunités d'insertion professionnelle, socio-professionnelle de ces jeunes-là, et on a pris en compte du genre et autres. Alors, il y a donc ces mesures politiques et économiques, donc des mesures non militaires qu'on doit maintenir, qui prendront du temps. Ça, c'est vraiment pour avoir une paix durable. Mais il y a également des mesures militaires. Des mesures militaires parce que vous ne pourrez rien entreprendre si vous n'éliminez pas au strict minimum la menace séparatiste. On ne pourra rien faire tant que les gens ne sont pas rassurés, tant que les gens ne peuvent pas vivre et investir en toute quiétude. Donc, la réponse militaire a montré les résultats, puisqu'il y a un certain nombre de généraux qui ont été tués. Il y a des groupes qui ont disparu, mais c'est comme vraiment... comme des champions, c'est comme des hydres, c'est-à-dire que vous coupez une tête, une autre tête réjaillit de l'autre côté. On aura ce genre d'attaque isolée, mais je vous dis, il n'y aura plus les grandes attaques d'envergure telles qu'on a connues en 2018-2019. Pourquoi? Parce qu'il y a un maillage sécuritaire et stratégique du territoire. Les Amazoniens vont infliger des coups, mais ce sont des coups qui seront moins, si vous voulez, sanglants que ce qu'ils ont eu à faire avant. Parce qu'ils sont bousculés et ils sont acculés par les forces de défense et de sécurité. Monsieur Eric Diabon, le professeur parle ici d'un gouvernement qui a le bâton et la carotte. De temps en temps, il faudrait châtier qui aime bien. Châtie bien. Je peux tirer d'abord la façon. On parle d'abord des partis. Une société, il y a des extrémistes, non? Et à la fin, on constate que les MLC sont dans le groupe qu'on appelle extrémistes. Non, je n'ai pas dit. J'ai parlé de la... Non, je le précise si vous permettez. Je disais que vous n'étiez pas au dialogue. Et que vous dites que le grand dialogue ne vaut pas la peine parce que vous n'y étiez pas. Ok, je continue. Voilà. Vous n'êtes pas extrémiste, vous êtes un parti reconnu et légal au Cameroun. Vous n'êtes pas extrémiste. Donc, pendant le dernier dialogue, le leadership des MRC était incarcéré dans les prisons de Condé pour avoir exercé les droits constitutionnels.
Donc il faut savoir ça. Il faut savoir que le MRC, avec un des services a détaillé avec des propositions au gouvernement. Et donc le Premier ministre avait des propositions. Comment Internet doit être fait. Donc sur ce plan, je crois que le MRC a fait tout ce qu'il pouvait avec ses moyens pour aider la situation. Deuxièmement, on a parlé de villes mortes. Je peux vous dire que les villes mortes, c'est la preuve que le problème dans la zone anglophone, ce n'est pas un problème militaire. Parce qu'il y a des villes comme Boyanginde où vous pouvez passer un an sans violence, que ce soit du côté de ces partis sur le gouvernement. Les gens se lèvent chaque jour et ils respectent la vie morte. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une résistance civile qu'on n'est pas passé. La population civile dans le Nozo ne croit pas au système militaire géré à Yaoundé. Aller causer avec les anglophones, partout. Le système militaire de Yaoundé ne les concerne pas. Maintenant, si, et peut-être tant mieux pour nous, en tant que Monde, si on a il y a une réduction de violence, si vous étudiez la situation bien, ça n'a rien à faire avec l'action des armées sur le terrain. Peut-être qu'ils ont contribué pour ne pas assez comme politique, parce que là, ceux qui organisent ces guerres, on les a condamnés. Ça veut dire que les enfants de la diaspora ont eu des difficultés à cause de la gestion de leurs fonds qu'ils utilisent pour gérer la guerre. C'est une action du gouvernement. Moi, je ne sais pas. Et je peux vous dire que d'ici quelques temps, il faut régler le problème. Ça va recommencer. Donc, ne comptons pas sur l'échec de leur stratégie là-bas comme la solution de la guerre. Peut-être d'ici 10 ans, ils vont trouver une situation adéquate pour continuer le lever des fonds. On doit trouver une solution, nous-mêmes, une vision pour sortir de là. Ne comptons pas sur l'échec des autres parce que ce n'est pas permanent. Il faut une solution permanente. Donc, c'est ça, de penser ça. Donc, ce vous dit globalement que peut-être le gouvernement essaie des choses. Mais, je dis et je le redis, il n'y a pas la sincérité. Quand on mettra la sincérité dans tout ce qu'on fait, il y aura des résultats et on va ressentir. Et encore, la façon qu'on couvre la guerre sur les médias a changé. Ce n'est pas vraiment que les actions sur le terrain ont changé autant. C'est quelque chose avec. Il y a des associations qui publient de nombreux documents chaque année. Attendons le rapport en fait. D'accord, on reste avec vous pour parler de la pénurie des produits pétroliers. Il y a le super qui est à une hausse annoncée d'ici le mois de février qui est censé passer de 650 à 850 francs au Cameroun. C'est terrible parce que le Cameroun est un pays producteur des produits pétroliers. Et je crois que si les analyses que j'ai vues sont justes, nous sommes parmi les pays producteurs, nous sommes là où le prix de carbone jusqu'à là est le plus cher. Donc c'est indéniable que le gouvernement lève le prix de carbone. C'est vrai que le FMI déjà demandé ça. Pour moi, ça montre encore la manque de vision de la façon que c'est premier géré. Parce que si nous sommes un gouvernement de vision, on aurait levé le prix de carbone d'ici même il y a peut-être 10 ans, quand on nous débattait. Donc un gouvernement peut se baser sur une vision que bon, nous ne voulons pas subventionner, nous voulons mettre un impôt sur le prix de carbone parce que nous avons une vision qui va nous permettre d'atteindre tel ou tel. Et si c'est le cas, on devrait le faire. On veut maintenant 10 ans après et on constate que les trésors publics souffrent. C'est ça le problème, c'est ça qu'on a soulevé tous les impôts. Si vous faites le village dans votre voiture, c'est quitté, pour une voiture normale, c'est qu'il est de 9 000 à 18 000. Le prix des mêmes de passeports de voyage, quand vous sortez du pays, c'est 10 000 à 40 000. Tout ce qui, les timbres fiscaux, n'est-ce pas, c'était 1 000 francs, c'est 1 500. Il y a une forte taux d'imposition au Cameroun qui tue l'économie d'un pays. Il faut savoir, quand vous imposez trop des impôts là, aux citoyens, ce n'est pas une vision économique long terme. Mais ça permet au moins le gouvernement d'avoir certaines recettes pour gérer les salaires. Je crois que notre gouvernance a réduit à ça. Ça veut dire que le gouvernement, ce n'est pas chaque jour pour trouver quelques moyens pour qu'à la fin du mois, n'est-ce pas, il faut gérer le salaire et on va croire que le Cameroun a une situation stable. Pourtant, au fond, nous sommes dans une situation terrible. Une fois qu'on va imposer encore ce prix de carbone qui ne vient pas d'une vision, et ça vient d'un manque de ressources parce que d'un trésor qui a presque 7, on cherche tout le monde, tout le remplir. Ça va nous permettre de ne pas évoluer. Donc c'est la situation
le prix du cabane et qui est le cas. Professeur Franck Ebogo, la situation va de mal en pis. On a eu espoir que le problème devait être résolu avec les 3000 litres de super qui ont été annoncés par le gouvernement, mais les rumeurs parlent d'une probable hausse de près de 150 francs CFA, 200 d'ici le mois de février. Alors, vous êtes journaliste, vous parlez de rumeurs. Si vous ne nous informez pas, vous voulez qu'on se tourne encore avec qui? Je ne voudrais pas mettre la charrue avant des bœufs. C'est une information qui fuse dans les réseaux sociaux. Je pense que ce sont des rumeurs, les rumeurs là où elles sont. Je ne suis pas sûr que... Enfin, on est d'accord qu'il y aura augmentation. Oui. Mais je ne suis pas sûr que ça soit une augmentation d'une telle envergure. Je ne pense pas. Parce que pour l'augmenter, il y aura un effet d'entraînement dans tous les autres secteurs. Ça veut dire que les mesures d'accompagnement devront être encore plus fortes. Prends l'exemple. Par rapport à l'année dernière, lorsqu'il y a eu augmentation, je crois que c'était 35 francs, autour de 35 francs, les salaires des fonctionnaires ont augmenté à peu près de 7 000 à 10 000 ou à 12 000 à peu près, en fonction des différents catégories, disons de 5 000 à 15 000, oui, pour que tout le monde puisse se retrouver. Pour 35 francs d'augmentation. 100 francs. Le super équipé de 630 à 730 francs. Et le gasoil était même un peu plus. D'accord. Donc, c'est vrai que je consomme, mais je ne... presque. Bon, 100 francs net. Disons que il y a eu pour 100 francs, il y a eu à peu près augmentation de salaire de 5 à 15 000. Voilà, moins de 5%. Ce qui est pratiquement insuffisant. Ça veut dire que si vous voulez des augmentations encore plus fortes que celle-là, il faudrait justement une augmentation de salaire négociée avec le patronat, oui, pour que le patronat augmente également le salaire. Et d'ailleurs, même il faudra aussi revoir le SMIC. Donc il y aura un effet d'enchaînement partout. Et je ne suis pas sûr que le gouvernement puisse aller jusque-là. Il y aura augmentation, c'est sûr. Le gouvernement est en train de travailler, je suis très sûr là-dessus. Le gouvernement est en train de travailler sur des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, si on demande, est-ce qu'on peut tel secteur et autres, mais ça ne sera pas un tsunami. Je suis très sûr. Bon, maintenant pour finir, par rapport à ce que vous avez dit qu'on aurait pu le faire il y a 10 ans. Vous savez qu'il y a à peu près 5 ans, on avait diminué le prix du carburant. Oui. Il y avait eu une diminution. Ça veut dire que par rapport au prix du baril, je ne vous apprends rien, par rapport au prix du baril du pétrole et par rapport à la conjoncture internationale, le pétrole fluctue. Ça peut baisser, ça peut augmenter. Donc évidemment, quand vous-même vous n'arrivez pas à raffiner votre propre pétrole, c'est-à-dire que vous dépendez des importations, évidemment, lorsqu'il y a ces mouvements-là, ce que peut appeler le yo-yo, baisse, augmentation et autres, cela va se ressentir également à la pompe. C'est-à-dire que quand ça monte sur le marché international, il y aura également augmentation chez vous. Quand il y a une forte diminution, soit les prix seront gelés, soit également le gouvernement va diminuer le prix pour répondre à la vie, à la demande sociale. Le système où le prix reflète la situation du marché. Il faut ce système-là. Oui, mais... chaque semaine, le prix de carburant correspond au prix qui est au marché. Oui, mais vous savez que c'est une mesure très difficile à appliquer. C'est-à-dire que lorsque vous avez des prix que je ne suis pas économiste, mais si vous avez, chaque fois vous devez changer. D'abord, vous savez que lorsqu'on fait un budget, on table sur le prix. On spécule sur le prix du baril. Que le baril coûtera ceci et on fait des prévisions par rapport à cela. Bon, si le baril est plus haut que ça et que vous produisez, vous aurez un excédent au niveau du budget. Mais si les prix chutent comme ça a été le cas il y a quelques années, évidemment vous devrez trouver d'autres recettes pour combler ces gaps. Là on est tout à fait d'accord. Donc moi je préfère ne pas spéculer sur ce qui arrivera. Attendons l'augmentation et surtout attendons aussi ce que le gouvernement compte faire pour compenser. Pour compenser cela, parce que vous savez que les salaires que nous avons en réalité sont figés.
vous avez des gens qui gagnent, peut-être il y a eu le même salaire pratiquement depuis, prenez l'exemple, quelqu'un qui sort de l'école normale, on vous dit c'est 180 000 que celui qui sortait déjà 2002 gagnait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de la vie qui a changé. Non, l'inflation ne tient pas compte de ça. On dit l'indice tel, ça reste figé, alors que c'est un indice qu'on devrait voir. Qu'on devrait voir régulièrement, peut-être après 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas moi, pour revoir la hausse. 54 géopolitique, adresse du président Paul Biya à la nation. Quelle analyse? C'était le sujet de réflexion de cet après-midi. Nous sommes en compagnie du professeur Franck Ebogo. Votre mot de fin sur la question? Alors, 2024, c'est l'année de tous les défis. Je suis tout à fait d'accord avec le représentant du MSC. Le président n'a pas rassuré dans son discours. Il n'a pas beaucoup rassuré. Je crois que ça sera une année très difficile. On aura à serrer la ceinture. Peut-être que s'il y a un début de solution ailleurs, la crise en Ukraine et autres, et qu'il y ait un embellissement de l'économie mondiale, on pourra espérer des retombées à notre niveau, mais les perspectives telles qu'on le voit ne sont pas très rassurantes en ce qui concerne le Cameroun en cette année. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau et d'avoir partagé avec nous votre expérience. Nous sommes également en compagnie de M. Eric Djabon. Il est secrétaire général Centre 1 du MRC. Votre mot de fin sur le sujet de réflexion. Donc, je dirais seulement que 2024 est une année importante pour la vie politique du Cameroun parce que c'est la dernière année avant les séances électorales. J'appelle à tous les Camerounais d'aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est la seule arme qu'on peut pour redresser notre système en votant des personnes plus compétentes dans tous les niveaux. Donc, pour moi, l'inscription massive doit être l'objectif majeur pour tous les partis politiques, pour tous les citoyens camerounais. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce programme. Retrouvez-le en rediffusion mardi lorsqu'il sera 10h sur les antennes d'Africa Plus News. Tout à l'heure à 19h, retrouvez Esteban Basson dans le cadre du grand format de l'information. Bon après-midi à tous et surtout bonne année.